Bienvenue ici dans les locaux de la bibliothèque des Riches-Clairs et en collaboration avec le Centre de gastronomie historique pour poursuivre notre cycle sur les grands mythes de l'histoire de la gastronomie. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un très fameux de ces mythes, et je dirais même à plusieurs de ces mythes, étant donné qu'il y a plusieurs histoires qui circulent sur l'origine de la mayonnaise. La mayonnaise qui n'est pas n'importe quelle sauce, étant donné qu'on la retrouve dans à peu près tous les foyers en Belgique, mais pas que dans les foyers, si évidemment dans presque tous les frigos, on trouve au moins un pot de mayonnaise. C'est également beaucoup dans la petite restauration, dans les restaurants burgers, kebab, etc., qu'on retrouve le plus de cette mayonnaise et de tous ses dérivés, car la mayonnaise est la sauce préférée pour tartiner les sandwichs, tartiner les burgers, tartiner les kebabs, tartiner les tacos et bien d'autres produits encore. Donc, c'est vraiment dans cette petite restauration qu'on la trouve en très grande quantité. Et il n'est donc pas du tout étonnant de voir que la mayonnaise est au sommet de ce podium des sauces froides qui est mayonnaise, ketchup, moutarde. Et cette mayonnaise qui sert à tartiner, elle sert également à tremper. Tremper tous ces snacks qu'on trouve dans les friteries, fricadelles, viandelles, etc. Et bien entendu, notre pomme de terre frite nationale, que serait la Belgique sans son cornet de pommes de terre frites généreusement garnies de cette bonne mayonnaise. Et quand on sait que le phénomène des fast-foods se mondialise de plus en plus, on peut également aisément imaginer que dans l'avenir, la mayonnaise a encore une grande marge de progression devant elle. Et là, on ne se fait vraiment pas de soucis pour l'avenir commercial de cette sauce. Dans nos foyers, on l'a dit, on a de la mayonnaise. On a à peu près toutes les sortes de mayonnaise qui existent dans la petite restauration. Toute cette panoplie de mayonnaise est également accessible dans les grands magasins. C'est d'ailleurs là qu'on se fournit le plus de mayonnaise. Il y en a encore qui la font eux-mêmes, bien entendu, mais c'est quand même là, il faut quand même constater que c'est dans les magasins qu'on se fournit le plus de mayonnaise. Et la Belgique est la grande championne de la variété de mayonnaise. Ici, je n'ai mis que quelques exemples de cette variété. On connaît tous la cocktail, l'andalouse, la tartare, l'américaine, la samouraï, la poivre, curry, etc. Ce sont plusieurs dizaines de mayonnaise et de dérivés qui sont ainsi accessibles à la fois dans les foyers et bien entendu dans la petite restauration. Et au vu de ce tableau, et en sachant que la mayonnaise contient minimum 70% de matière grasse, et ça c'est une dimension légale, c'est un décret européen qui impose ce pourcentage de matière grasse dans la mayonnaise, en sachant que c'est un produit gras, que c'est un produit très industrialisé et très distribué, on imagine bien que la mayonnaise est un des symboles de ce qu'on appelle aujourd'hui la junk food, à savoir la malbouffe, qui est complètement aux antipodes de certaines aspirations actuelles qui sont en faveur d'une cuisine bio, avec des produits bio, d'une cuisine avec des produits locaux, d'une cuisine diététique. Donc, exactement le contraire de tout ce que représente la mayonnaise. Et toujours en voyant ce tableau de la junk food, de la malbouffe et de un de ses grands représentants étant la mayonnaise, on a peine à croire qu'il y a encore un siècle, en tout cas jusqu'au début du XXe siècle, la mayonnaise n'était pas du tout perçue de la même manière. Jusqu'au début du XXe siècle, la mayonnaise est considérée comme une sauce luxueuse.
Quand on pense à mayonnaise au XIXe siècle, on pense au homard. On voit d'ailleurs ici une gravure du homard en mayonnaise. On est donc extrêmement loin de la vision junk food qu'on peut avoir aujourd'hui. La mayonnaise est également associée à la sole, au saumon, donc à des recettes d'une cuisine tout à fait gastronomique, d'une cuisine tout à fait luxueuse. Et c'est à partir du début du XXe siècle que la mayonnaise va se démocratiser complètement avec la démocratisation des huiles végétales et notamment cette invasion des oléagineux tropicaux qui vont faire carrément chuter le prix des huiles et qui vont alors permettre une production en masse et beaucoup moins chère de cette mayonnaise qui va alors, dans la deuxième moitié du XXe siècle, intégrer cette cuisine populaire et finalement ce que nous associons, nous, à la junk food, à la malbouffe. Mais ce n'était pas du tout le cas au XIXe siècle. Et d'ailleurs, cela nous amène à nous poser une question. C'est la question de l'origine de la mayonnaise. Finalement, où, quand, comment, dans quelles circonstances la mayonnaise est-elle apparue et a-t-elle gagné nos assiettes? Si on se pose cette question-là, qu'on va voir dans les ouvrages, qu'on va voir un petit peu sur Internet, il y a une histoire qui revient assez souvent. Cette histoire se passe en 1756. Nous sommes au tout début de la guerre de 7 ans, qui est considérée comme le premier grand conflit mondial et qui oppose entre autres la France et l'Angleterre. Et en 1756, les troupes françaises se trouvent à l'île de Minorque, à Port-Mahon, et sont affrontées à la garnison anglaise. Et c'est là où le maréchal des armées françaises, le maréchal de Richelieu, arrière-petit-neveu du fameux cardinal de Richelieu, remporte la victoire. Et on raconte que c'est au soir de cette victoire que le cuisinier du maréchal de Richelieu, qui est en manque total d'ingrédients, qui a juste sous la main un jaune d'œuf, du vinaigre, de l'huile, confectionne en vitesse une sauce en mélangeant le tout et obtient au miracle cette mayonnaise. Le maréchal de Richelieu adore ça, on dit qu'il était très sensuel et très sensible à la bonne cuisine, donc il adore cette sauce-là, il la ramène à Versailles et en hommage à sa victoire à Port-Mahon qui a eu un immense retentissement, on va appeler cette sauce la mahonnaise qui serait devenue par après la mayonnaise. Alors, que penser de cette histoire? Eh bien, comme d'habitude, maintenant on a un peu l'habitude dans ce cycle consacré au mythe de l'histoire de la gastronomie, on sait maintenant qu'il faut énormément se méfier de ces histoires qui veulent absolument expliquer l'invention, entre guillemets, d'un procédé culinaire ou d'une recette par une anecdote, par un événement ponctuel. La plupart du temps, les recettes, et on le verra encore la prochaine fois avec le pain, les recettes sont façonnées par le temps. Il faut longtemps pour que ça se mette en place. C'est sur la longue durée, c'est au bout de diverses améliorations qui vont intervenir parfois sur plusieurs siècles qu'on arrive finalement à la recette qu'on connaît aujourd'hui. Et recette d'ailleurs, ça on ne s'en rend pas toujours compte, mais qui continue à évoluer. Donc cette histoire d'invention spontanée, il faut s'en méfier. Et il faut s'en méfier avec beaucoup de raisons, car nous allons voir que cette sauce mayonnaise va mettre plus d'un siècle à se mettre en place et qu'il faut, pour bien comprendre la création de cette sauce-là, il faut se remettre dans le contexte gastronomique et dans le contexte culturel du XVIIIe siècle. C'est absolument fondamental. Alors, avant de nous lancer dans cette histoire, ce qui est également très important, c'est de comprendre ce qu'est une mayonnaise et de définir correctement la mayonnaise, car dans notre petite enquête historique, nous nous apercevrons que la mayonnaise n'est pas apparue pour la première fois sous le nom de mayonnaise. Donc, il faut pouvoir la détecter dans les textes culinaires. C'est quoi une mayonnaise? Une mayonnaise, c'est une émulsion froide stable à base de jaune d'œuf. Une émulsion. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'une émulsion? Une émulsion est un mélange
de deux corps, ici en l'occurrence deux liquides, qui ne se mélangent pas. Voilà une chose curieuse. Comment peut-on mélanger deux liquides qui ne se mélangent pas? Ici, nous avons deux composants de la mayonnaise, de l'eau. Avec la mayonnaise, on préfère utiliser le vinaigre, évidemment, parce que là, ce qui nous intéresse en cuisine, c'est de donner du goût. Mais dans le principe physico-chimique, c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'il nous faut. De l'eau plus de l'huile. Là, on a versé de l'huile dans l'eau et on voit que l'huile est à la surface de l'eau et ça ne se mélange pas. Comment faire pour que cela se mélange? Eh bien, c'est à l'huile de coude qu'on y parvient. On mélange, on fouette vigoureusement l'eau et l'huile, et là, on voit que le liquide se trouble. Ça veut dire qu'un mélange se fait, qu'une émulsion se fait. Mais au bout de quelques minutes, progressivement, le mélange commence à se séparer. L'huile et l'eau se séparent jusqu'à revenir quasiment au point de départ. Nous avons donc là une émulsion instable. En cuisine, il y a des émulsions instables. La vinaigrette est une émulsion instable, froide. Le beurre blanc est une émulsion instable, chaude. On a donc notre émulsion instable. Comment faire pour que cette émulsion soit stable, comme la mayonnaise? Eh bien, c'est tout simple. Il faut ajouter un émulsifiant. Un émulsifiant, c'est un ingrédient dont la propriété tensioactive, ça c'est le terme technique, permet aux mini-gouttelettes d'huile de s'intégrer dans les mini-gouttelettes d'eau et de créer cet amalgame qui, lui, va tenir et qui, contrairement à la vinaigrette, ne va pas se défaire au bout d'un certain temps. Ici, moi, j'ai mis un jaune d'œuf, j'ai rajouté de la moutarde. Ça, c'est parce que je suis un petit peu paresseux et que je veux être sûr de réussir mon coup. La moutarde est également un émulsifiant, très efficace d'ailleurs. Ce ne sont pas les seuls émulsifiants en cuisine. Le jaune d'œuf est le plus utilisé. On utilise également pour la béarnaise, qui est une émulsion chaude stable. On utilise beaucoup l'œuf, on utilise la moutarde comme émulsifiant, on utilise également la gelée de viande comme émulsifiant. Et on utilise également l'ail comme émulsifiant. Et n'oublions pas que la sauce aioli, au départ, elle apparaît au XVIIIe siècle, la sauce aioli est émulsifiée uniquement avec de l'ail. On n'utilisait pas le jaune d'œuf. C'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que le jaune d'œuf. L'ail est un émulsifiant, mais il est beaucoup moins efficace que le jaune d'œuf. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, quand on fait de l'aioli, on ajoute le jaune d'œuf pour faciliter cette émulsion. Donc ici, je voulais être absolument sûr de mon coup, ne pas rater ma mayonnaise. J'ai rajouté de la moutarde avec le jaune d'œuf. Là, il faut carrément être doué pour la rater à ce niveau-là. On mélange le tout. On n'a même pas besoin de mélanger vigoureusement, on peut y aller doucement. La propriété du jaune d'œuf et de la moutarde font le reste. Et là, alors, on obtient notre émulsion froide, stable cette fois-ci, à base de jaune d'œuf. C'est donc ça, une mayonnaise, c'est une émulsion froide, stable, à base de jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, également dans la législation européenne, il est strictement interdit de vendre une sauce émulsionnée, froide, stable, sans jaune d'œuf sous le nom de mayonnaise. Donc, lorsque vous voyez des pots de mayonnaise où il est écrit mayonnaise au jaune d'œuf, ben là, ça fait un peu sourire. C'est juste une obligation légale. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire une publicité. Alors, notre question de départ est celle-ci. Depuis quand a-t-on une sauce émulsionnée, froide, stable, à base de jaune d'œuf dans la cuisine française? Alors, depuis quand est-ce qu'on en confectionne? C'est très difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est depuis quand la recette apparaît dans les recueils de recettes. Ça, c'est 1806. C'est clair et net. Avant 1806, on n'a aucune sauce froide, émulsionnée, stable, à base de jaune d'œuf.
En 1806, dans Le cuisinier impérial d'André Villard, ça c'est un recueil de recettes très important dans l'histoire de la gastronomie française, parce que c'est un grand classique de la gastronomie française qui va être réédité à de nombreuses reprises tout au long du XIXe siècle, et c'est le premier grand recueil de recettes de la période révolutionnaire. On y trouve deux formes de cette sauce émulsionnée froide stable à base de jaune d'œuf. Une première où il a procédé comme j'ai procédé tout à l'heure, où il a mis le jaune d'œuf cru avec de la moutarde. Et là, c'est amusant parce que lorsqu'il donne la description de cette recette, il met tous les ingrédients ensemble. Le jaune d'œuf, la moutarde, l'huile, tout ensemble au fond du bol, et il mélange le tout. Et là, on y arrive à cette émulsion, mais beaucoup plus difficilement que lorsqu'on met l'huile petit à petit dans le jaune d'œuf. Ça, c'est la manière la plus pratique. Ici, André Villard n'utilise pas cette manière-là, mais probablement parce qu'il y met de la moutarde et que la moutarde facilite énormément l'émulsion. Par contre, dans sa deuxième recette d'émulsion froide stable à base de jaune d'œuf, là, il utilise un jaune d'œuf cuit, ça fonctionne exactement aussi bien qu'avec un jaune d'œuf cru. Hein. L'œuf cuit garde sa propriété tensioactive. Petite remarque aussi, le blanc d'œuf. Hein, aussi. On peut faire une mayonnaise uniquement avec du blanc d'œuf. Elle n'aura pas tout à fait le même goût. Le jaune d'œuf ajoute du goût. Et quand on est habitué à cette mayonnaise, on a un peu de difficulté avec celle au blanc d'œuf. Mais techniquement, c'est tout à fait possible. Donc, il va mettre ce jaune d'œuf cuit, mais sans moutarde. Et cette fois-ci, il n'utilise plus la même méthode. Il précise bien de mettre l'huile cuillerée par cuillerée pour monter la mayonnaise. Donc, on voit bien qu'il a tout à fait conscience que c'est beaucoup plus facile de la réaliser avec la moutarde que de la réaliser sans moutarde. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment André Villard appelle cette sauce. L'appelle-t-il mayonnaise? Eh bien non, il n'appelle pas mayonnaise, il l'appelle rémoulade. Et oui, ben voilà, la toute première sauce émulsionnée froide stable à base de jaune d'œuf de l'histoire de la cuisine s'appelle rémoulade et non pas mayonnaise. Et la rémoulade existait déjà à cette époque-là. C'est une sauce qui existait depuis plus de 100 ans, mais qui était confectionnée différemment auparavant. Ça, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. André Villard nous donne donc cette recette d'émulsion qui s'appelle rémoulade. Et André Villard a également cette caractéristique que dans son cuisinier impérial de 1806, il donne également pour la toute première fois une recette de mayonnaise. De mayonnaise de volaille. Car à l'époque, ce terme mayonnaise était toujours associé à la volaille. Le terme existait déjà. Mais on n'avait jamais délivré de recette de cette mayonnaise de volaille. Le terme est apparu 5 ans plus tôt, en 1801. C'est la toute première fois qu'on a le mot mayonnaise écrit quelque part. C'est sur la carte du restaurant de Beauvilliers. Beauvilliers qui était installé comme tous les grands restaurateurs parisiens de l'époque, Palais Royal. Palais Royal était vraiment le cœur gastronomique de Paris au début du XIXe siècle. Il est encore un peu aujourd'hui d'ailleurs. Beauvilliers nous propose une mayonnaise de volaille. Beauvilliers, à cette époque-là, ne donne pas sa recette, mais il la donnera plus tard. Il la donnera en 1840. Et là, il s'agit effectivement d'une émulsion froide, stable, mais pas à base de jaune d'œuf, à base de gelée. On a dit tout à l'heure que la gelée était un excellent émulsifiant. Mais Beauvilliers, lui, utilisait la gelée pour monter sa mayonnaise et ça fonctionne très bien. Je l'ai essayé ici. On obtient un résultat qui est tout à fait semblable à nos mayonnaises au jaune d'œuf. Alors, était-ce cette recette-là en 1801? C'est probable, mais ça, on ne peut pas en être sûr à 100%. Ensuite, cette mayonnaise de volaille, on va la retrouver dans les autres restaurants du Palais Royal, chez Véry, par exemple, à la carte de 1804. Hélas, Véry n'a jamais donné aucune de ses recettes. Véry, bien qu'il ait été
une grande vedette de la gastronomie de l'époque, n'a pas édité de livre de cuisine. Même chose pour les trois frères provençaux, qui eux aussi étaient de grandes vedettes gastronomiques de l'époque impériale. En 1805, ils étaient bien entendu aussi installés par le Palais Royal. En 1805, ils ont cette mayonnaise de volaille à la carte, mais ils n'en donnent hélas pas la recette. Et donc, on arrive en 1806 avec notre cuisinier impérial d'André Villard, qui lui donne sa recette de mayonnaise. Alors, s'agit-il d'une émulsion froide stable à base de jaune d'œuf? Ben non, on l'a vu. Cette sauce-là, il l'appelle la rémoulade. S'agit-il d'une émulsion froide stable à base de gelée comme Beauvilliers? Non plus. En fait, il s'agit d'un velouté froid. Ce n'est donc absolument pas une émulsion. Le velouté est un mélange de roux et de bouillon. Le roux, c'est moitié farine, moitié beurre qu'on fait chauffer ensemble pour obtenir une espèce de pâte, et ensuite qu'on allonge au bouillon pour obtenir une sauce très liée. Et ensuite, il ajoute encore pour obtenir une sauce très liée, et il ajoute encore dans cette sauce de la gelée. Pourquoi? Parce que lorsque cette sauce va refroidir, qu'il l'aura nappée sur ces morceaux de volaille, elle va se figer d'autant mieux autour de la volaille et donner cet aspect brillant, très appétissant. Et on voit qu'il y a des herbes en plus, il y a également du vinaigre. Et donc, c'est une sauce très onctueuse, très agréable, qui accompagne cette volaille. Et donc, première réflexion qu'on peut avoir par rapport à cette mayonnaise, c'est qu'on a l'impression que la caractéristique de la mayonnaise n'est pas tant son procédé de fabrication. On le voit bien ici, on a déjà dans les premières mayonnaises, on a une émulsion à base de gelée et on a un velouté. Donc là, ce sont deux procédés tout à fait différents. Par contre, on obtient quasiment le même résultat. Ce qui est important pour les gens de l'époque, quand ils font une mayonnaise, c'est le résultat, c'est ce résultat onctueux. C'est ça qu'ils recherchent, c'est cette onctuosité. Alors, les choses ensuite iront assez vite. En 1815, le grand cuisinier Antonin Carême propose lui aussi sa mayonnaise de volaille, mais cette fois-ci, Antonin Carême donne le choix entre plusieurs formules pour faire cette sauce mayonnaise. Non seulement il y a l'émulsion froide à base de gelée de viande, comme le proposait Antoine Beauvilliers, mais il propose également l'émulsion froide stable à base de jaune d'œuf, c'est-à-dire la rémoulade d'André Villard. Donc là, on voit qu'au niveau de la terminologie, les choses se fixent comme on les connaît aujourd'hui. La mayonnaise à partir d'Antonin Carême est une sauce émulsionnée, froide, stable, à base de jaune d'œuf. Alors, ça ne va pas se fixer du jour au lendemain. Hein. Tout au long du 19e siècle, la mayonnaise sera tour à tour à base de gelée, à base de jaune d'œuf. Il y aura même encore des mayonnaises à base de velouté qui vont survivre, mais plus très longtemps. Et ça, on va expliquer pourquoi. Mais au bout du 19e siècle, chez Auguste Escoffier, là, on peut dire que la messe est dite, la mayonnaise est systématiquement à base de jaune d'œuf. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est carrément l'Europe qui va statuer sur la définition légale de la mayonnaise. Et là, elle est à base de jaune d'œuf et pas d'autre chose. Antonin Carême propose cette mayonnaise à base de jaune d'œuf probablement depuis 1807. Et on sait d'ailleurs qu'il a proposé cette recette lors d'une réception absolument somptueuse qui a eu lieu au palais des Champs-Élysées. Ça, on va enlever. Les Champs-Élysées.
À l'Élysée. On sait qu'Antonin Carême a proposé cette mayonnaise de volaille lors d'une grande réception à l'Élysée, au palais de l'Élysée, qui a été réalisée en hommage à Jérôme Bonaparte, jeune frère de Napoléon Bonaparte, qui venait de se marier. Et donc, parmi si mes souvenirs sont bons, 70 entrées différentes se trouvait cette volaille en mayonnaise. Donc là, on voit bien qu'au début, dans les années 1800-1810, il y a un petit micmac entre les différents noms de ces sauces froides onctueuses, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, mais qui portent le nom tour à tour de rémoulade, de mayonnaise, qui sont tour à tour confectionnées à base de gelée pour l'émulsion, de jaune d'œuf pour l'émulsion, ou de velouté, où là, il n'y a carrément pas d'émulsion du tout. En tout cas, une chose est sûre et absolument certaine, c'est que cette histoire d'invention de la sauce mayonnaise du jour au lendemain, elle ne tient absolument pas. On sent bien par ces premiers exemples de rémoulade et de mayonnaise qu'il y a eu une évolution. Et on va voir maintenant quelle a été cette évolution. Et pour bien comprendre l'histoire de la mayonnaise et la manière dont elle s'est faite au cours du XVIIIe et début XIXe siècle, il faut aller voir quelle était cette sauce rémoulade, car c'est bien la rémoulade, l'ancêtre de la mayonnaise. On le voit bien, en 1806, première recette de sauce émulsionnée froide stable à base de jaune d'œuf s'appelle une rémoulade. Mais quelle était cette rémoulade au XVIIIe siècle? Ça, c'est intéressant de voir cela, car Ça, c'est intéressant de voir cela, car au milieu du XVIIIe siècle, on est... Non, il faut que je le formule différemment. Ça, c'est intéressant de voir cela, car dans la première moitié déjà du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que la rémoulade est un velouté. Et donc, la rémoulade du début du XIXe siècle correspond à la mayonnaise du début du XIXe siècle. Alors, comment tout cela s'est passé? Il faut comprendre une chose. Nous sommes en plein développement de la cuisine classique française. La cuisine classique française, au cours du règne de Louis XIV au XVIIe siècle, a rompu avec beaucoup de codes de l'ancienne cuisine de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, notamment en supprimant quasiment complètement toutes les épices qui étaient utilisées, en supprimant complètement le sucre qui était utilisé en cuisine, donc les sauces sucrées pour les viandes, les poissons, tout cela s'est terminé. Et on a remplacé tout cela par un travail très sophistiqué des fonds de cuisine, c'est-à-dire des bouillons. Par contre, il y a des codes de la cuisine médiévale et de la Renaissance qui vont subsister dans cette cuisine classique française. Et parmi ces codes, nous avons le goût de l'onctueux et le goût de l'acide. Et ce goût de l'acidité qu'on appelait la pointe, qui était très présent à la fin du Moyen-Âge, se poursuit au cours du XVIIe siècle et va donner naissance à des tas de recettes de vinaigrette. On l'a vu tout à l'heure, vinaigrette, sauce froide émulsionnée, instable. Toutes sortes de vinaigrettes au cours du XVIIe siècle, dont, pour la toute première fois, en 1693, dans le cuisinier royal et bourgeois de François Massialo, autre très grand classique de la cuisine française, une recette de rémoulade. La toute première rémoulade qui apparaît est une vinaigrette, donc on le répète, une sauce émulsionnée, froide, instable. Et dans cette vinaigrette, il y a des tas d'herbes différentes. Il y a également un des assaisonnements préférés de la cuisine classique française, des anchois et des capres hachés. Et la rémoulade va demeurer une vinaigrette pendant quelques dizaines d'années. On arrive ensuite en 1735, et là nous sommes de nouveau dans un autre grand classique de la cuisine française, c'est le cuisinier moderne de Vincent Lachapelle. On voit bien dans le titre qu'on était très attentif
au fait d'être moderne, d'innover. Et Vincent Lachapelle, il innove. Comment innove-t-il? Eh bien, sa rémoulade n'est plus tout à fait exactement la même. On était parti d'une émulsion instable, c'était une vinaigrette, et lui, il va rajouter dans sa rémoulade de la moutarde. Ça, c'est intéressant, c'est la première fois que la rémoulade est associée à la moutarde, et elle demeurera d'ailleurs par la suite systématiquement associée à la moutarde. Aujourd'hui encore, une rémoulade, c'est une mayonnaise à la moutarde. Il y ajoute de la moutarde, mais plus important encore, probablement, c'est qu'il y ajoute le velouté, qu'on appelait à l'époque le blond de veau. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est un roux allongé au bouillon. Et ça va donner ce résultat qu'on voit ici. Il y met les mêmes ingrédients traditionnels de la rémoulade, les herbes dont on a parlé, ainsi que les capres et les anchois hachés et la moutarde dont on a parlé. Ça donne ce résultat qui nous fait bien évidemment penser à de la mayonnaise. Quand on voit cette sauce froide, ce velouté froid, on voit bien qu'on a une sauce onctueuse. Et ça, c'est le deuxième goût très important de cette cuisine classique française, héritée de la cuisine ancienne, donc qui perdure, mais qu'on prolonge avec de nouvelles techniques. Si à la fin du Moyen Âge, on obtenait l'onctueux en liant les sauces au pain, dorénavant, on trouve de nouvelles techniques. Et le roux est une nouvelle technique. Le roux a été créé dans le cas de cette cuisine classique française au XVIIe siècle. Ce roux qui permet de faire ce velouté, le velouté qui est la plupart du temps utilisé dans des sauces chaudes, mais qui est ici utilisé dans une sauce froide. Et ça donne cette onctuosité qui était très recherchée. Je dis très recherchée, j'insiste là-dessus parce que dans les recueils de recettes français du XVIIIe siècle, presque toutes les sauces sont allongées, sont mélangées à du blond de veau, c'est-à-dire à du velouté. On voit bien que ce goût de velouté dans la sauce était extrêmement apprécié et qu'on l'utilisait presque tout le temps, en chaud et en froid. En froid, ça porte le nom de rémoulade. Alors, quelle est la caractéristique de cette sauce? On l'a dit, elle est onctueuse, elle a la petite pointe d'acidité donnée par le vinaigre. Il y a également de l'huile dedans. Ça, c'est pour le côté organoleptique. Mais sa caractéristique au niveau de la préparation, ça prend du temps. Ça prend du temps de réaliser cette sauce. Il faut du blond de veau. Pour ça, il faut du bouillon. Il faut faire le roux, allonger le roux, laisser refroidir. Ce sont quand même des procédés culinaires qui prennent pas mal de temps. Et évidemment, dans les grandes cuisines, à l'époque, les grandes cuisines, c'était les cuisines des aristocrates. Dans les grandes cuisines, il y a toujours du blond de veau qui est sur le coin du feu, parce qu'on en a tout le temps besoin. Maintenant, si on veut réaliser cette sauce-là spontanément, ça va prendre beaucoup de temps. C'est très cher également. C'est très cher. Pour faire le bouillon, il faut de la viande. La viande est très chère. Aujourd'hui, la viande est déjà chère, mais à l'époque, le coût de la viande était encore beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Donc, il faut de la viande pour faire le bouillon, il faut du beurre pour faire le roux. Le beurre est très cher. Il est très cher aujourd'hui, mais il l'était encore plus avant. Évidemment, dans les grandes cuisines des grands aristocrates, ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'on regarde assez peu à la dépense. On considérait à l'époque que les dépenses de bouche participaient au prestige de la cour. Donc, on ne lésignait pas sur les dépenses. Mais pour tout un chacun, évidemment, réaliser une sauce comme celle-là, c'est pour ainsi dire impossible. C'est trop compliqué, c'est trop cher. Mais ça flatte le palais et il y a cette onctuosité qu'on aime beaucoup. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé au début du 19e siècle? Que s'est-il passé pour en arriver à cette rémoulade qui est une émulsion froide stable à base de jaune d'œuf? On peut l'imaginer aisément. On peut imaginer aisément qu'à partir du moment où les cuisiniers au début du 19e siècle comprennent que le jaune d'œuf a cette propriété tensioactive qui permet de provoquer une émulsion, qu'ils comprennent
que cette émulsion donne un résultat tout à fait semblable à ce velouté froid, très cher et qui met beaucoup de temps à être préparé. Il est évident que lorsque le cuisinier a en main un outil beaucoup plus pratique et qui revient beaucoup moins cher, il va remplacer l'ancien procédé par le nouveau procédé. Ça, c'est tout à fait normal. D'autant plus qu'au début du 19e siècle, nous sommes dans la période révolutionnaire avec des aspirations sociales plus fortes qu'auparavant. Et le mouvement philanthropique qui avait démarré avant la Révolution prend beaucoup plus d'ampleur après la Révolution. Et les philanthropes sont des gens qui veulent mettre la science et la connaissance scientifique à la portée de tous pour améliorer la condition sociale de tout le monde, du peuple. Et on est dans cet esprit. Et donc, ce n'est pas tout à fait un hasard que ce procédé scientifique, qui est l'émulsion à base de jaune d'œuf, apparaissent à ce moment-là dans la cuisine et prennent la place d'un ancien procédé, le velouté, beaucoup plus cher et qui prend beaucoup plus de temps. Maintenant, on peut se poser une autre question. Finalement, c'est comment les cuisiniers ont-ils eu cette idée? Comment ont-ils eu l'idée d'utiliser la propriété tensioactive du jaune d'œuf? Bon, ils savaient déjà que le jaune d'œuf avait pas mal de propriétés, car la crème anglaise, par exemple, était connue depuis plusieurs siècles. Donc, ça, on savait. Par contre, une sauce, au sens strict du terme, émulsion froide stable à base de jaune d'œuf, on n'en a pas. On n'en a pas avant 1806. Donc, comment ont-ils eu cette idée? Est-ce en travaillant dans leur cuisine, dans leur recherche culinaire? Est-ce par hasard? On ne peut pas non plus laisser complètement tomber le rôle du hasard, peut-être. Mais il y a tout de même une coïncidence qui attire notre attention. La coïncidence, c'est par rapport à un procédé non pas culinaire, mais d'une autre discipline qui est finalement assez proche de la cuisine. C'est la pharmacopée. Et, comme par hasard, pourrait-on dire, 50 ans avant l'apparition de cette première sauce émulsionnée froide stable à base de jaune d'œuf dans la cuisine française, 50 ans avant, apparaît un nouveau médicament chez Antoine Baumet. Antoine Baumet était un grand chimiste, était un grand pharmacien, et il donne la formule de ce médicament qui est une émulsion froide stable à base de jaune d'œuf. Il appelle ça d'ailleurs un loch d'œuf. Son loch d'œuf, c'est un jaune d'œuf dans lequel il verse de l'huile petit à petit. Il est très très précis sur la manière de procéder, tout en mélangeant. Il explique bien que ça va donner des globules, que tout va s'amalgamer. Donc là, on est véritablement dans ce qu'on appelle aujourd'hui une mayonnaise. Sauf que c'est un médicament qu'on va manger à la petite cuillère pour se soigner des bronches. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les cuisiniers se sont inspirés du procédé pharmaceutique? Ce ne sera pas la première fois. Et Antoine Baumet n'est d'ailleurs pas le premier à avoir réalisé une émulsion froide stable à base de jaune d'œuf, car cette formule existait bien avant lui en pharmacopée, mais pas en médicament à usage interne, mais bien en médicament à usage externe. Et cette formule existe depuis très longtemps, depuis des siècles. Et donc, cette formule d'émulsion froide stable à base de jaune d'œuf est connue des pharmaciens depuis la fin du Xe, le début du XIe siècle. Et probablement, Avicenne est le premier à l'avoir délivré. Avicenne est un très grand praticien, très grand médecin perse qui aura beaucoup d'influence, non seulement dans la médecine arabe, mais aussi dans la médecine européenne tout au long du Moyen-Âge. Et donc, son émulsion froide stable, elle sert à soulager des brûlures. Donc, c'est à usage externe. D'un usage externe, comme on l'a vu, cette émulsion passe à l'usage interne avec Beauvilliers au milieu du XVIIIe siècle. Et donc, pourquoi pas,
C'est une hypothèse qui, en tout cas, est tout à fait plausible. Peut-être que les cuisiniers, à leur tour, au tout début du 19e siècle, voire toute fin du 18e siècle, vont reprendre cette formule d'émulsion froide stable à base de jaune d'œuf, mais cette fois-ci non plus pour en faire un médicament, mais bien une sauce froide pour accompagner d'abord le poulet. Et puis, elle aura tellement de succès, elle va être tellement à la mode, cette mayonnaise, dès les années 1800 et puis 1810-20 et suivantes, qu'on va retrouver de la mayonnaise avec absolument tout, toutes les volailles, avec des viandes, avec beaucoup de poissons. On l'a vu tout à l'heure, le saumon, la sole, etc., etc. Donc, notre légende de cette mayonnaise inventée à Port-Mahon en 1756 ne tient évidemment pas du tout, on l'a bien vu, pour comprendre l'évolution de la mayonnaise. On est parti d'une émulsion instable, de la vinaigrette qui est devenue un velouté pour avoir cette onctuosité très appréciée à l'époque, avec cette pointe d'acide également très appréciée à l'époque, et puis qui devient une émulsion froide stable pour des raisons économiques, c'est moins cher, ça va plus vite. Donc, pour bien comprendre cette évolution-là, il faut bien connaître le contexte gastronomique, socio-économique de l'époque, et on ne peut évidemment pas expliquer la création de la mayonnaise par un événement un peu anecdotique où le hasard aurait provoqué l'invention subite de cette sauce mayonnaise. Mais on l'a dit tout à l'heure, cette histoire de 1756 n'est pas le seul mythe autour de la mayonnaise. En fait, dès le début du 19e siècle, dès les années 1800, la mayonnaise va être orthographiée et va être écrite de manière différente. Il y a 5 formes différentes du mot mayonnaise qui vont apparaître, et à ces 5 formes vont correspondre 5 histoires différentes de l'origine de la mayonnaise, toutes ces histoires plus ou moins mythiques. On a la toute première forme qui apparaît, ça on l'a dit, c'est 1801 dans le restaurant de Beauvilliers, mayonnaise, bon avec un seul N, mais ça c'est un détail, mayonnaise, et ce qui est amusant, c'est qu'on ne donne aucune explication étymologique à l'époque du mot mayonnaise. Aucune. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas. On ne sait pas du tout d'où vient ce mot un peu spécial, un peu étrange qu'est mayonnaise. Tellement étrange qu'à l'époque, on a des témoignages d'ailleurs, des gens se plaignent de ne pas comprendre ce qui est écrit sur les cartes de restaurants, et notamment de ne pas comprendre ce mot mayonnaise qui a beaucoup perturbé non seulement les étrangers qui étaient de passage à Paris, mais également des Français. Mais il n'y a pas que le terme mayonnaise qui apparaît, il y a également le terme bayonnaise dès les années 1800, et c'est le grand gastronome Grimaud de la Reynière qui, dans son manuel des amphitryon, défend la forme bayonnaise. Il nous dit, il faut dire bayonnaise et non pas mayonnaise et non pas mahonnaise comme certains le disent. Il faut dire bayonnaise parce que c'est à Bayonne, dans la ville de Bayonne, qu'on a inventé cette sauce. La preuve, c'est qu'à Bayonne, il y a beaucoup de grands créateurs culinaires et qu'on y fait les meilleurs jambons. Alors évidemment, on peut être un peu dubitatif face à ce genre d'argumentaire. Quel est le lien? Ce n'est pas parce qu'on fait d'excellents jambons à Bayonne, ça c'est tout à fait exact, qu'on y a inventé la mayonnaise. Mais bon, Grimaud de la Reynière était tout à fait persuadé de son argumentaire, qui alors n'a pas persuadé du tout, mais du tout, Antonin Carême. Antonin Carême, dont on a perdu la photo, ce n'est pas grave. Ce qui n'est pas du tout le cas, qui ne convainc pas du tout Antonin Carême, immense cuisinier du début du 19e siècle et qui s'oppose à Grimaud de la Reynière. Mais Antonin Carême n'aimait pas beaucoup les gastronomes. Il trouvait que les gastronomes fourraient un peu trop leur nez dans les affaires des cuisiniers. Et pour Antonin Carême, ce n'est pas à un gastronome de décider le nom d'un plat parce que le gastronome ne sait pas comment on confectionne ce plat. Seul le praticien, seul le cuisinier sait comment on confectionne un plat, donc seul lui connaît le terme, le bon terme à utiliser. Et dans le cas de la mayonnaise,
de la mayonnaise, comme le disait Antonin Carême, on obtient cette sauce non pas par une réduction au fourneau, comme pour les veloutés dont on a parlé tout à l'heure, mais bien en maniant les ingrédients les uns avec les autres. Et donc, il faut appeler cette sauce une mayonnaise. L'explication, par contre, là, est assez séduisante parce qu'il y a une logique quelque part. On n'a absolument rien, aucun élément, aucun texte qui peut confirmer cette étymologie-là, mayonnaise, qui serait devenue mayonnaise. Au niveau de la prononciation, c'est plausible aussi. Mayonnaise est plus difficile à prononcer que mayonnaise, donc on aurait pu passer de mayonnaise à mayonnaise. Mais voilà, rien, absolument rien ne le confirme, mais de toutes les histoires qui circulent sur l'origine de la mayonnaise, c'est peut-être la moins absurde, la plus plausible d'entre toutes. En tout cas, plus plausible que notre mayonnaise, terme qui circule dès les années 1810, mais dont on va donner une explication plus tard. C'est à partir de 1840 que va apparaître dans la littérature cette histoire du maréchal de Richelieu à Port-Mahon, dont le cuisinier aurait inventé la mayonnaise par manque d'ingrédients. Il y a, oui, ce terme mayonnaise subsiste tout au long du 19e siècle à côté du terme mayonnaise, va disparaître et puis va revenir sur le devant de l'actualité en 1960, c'est-à-dire beaucoup plus tard, à un moment où on avait complètement oublié cette forme mayonnaise. Et en 1960, certains auteurs nous disent, oui, en fait, le bon terme, c'est mayonnaise. Pourquoi mayonnaise? Alors, ces auteurs de 1960 vont-ils nous parler de cette bataille de Port-Mahon? Non. Ils vont parler d'une autre bataille, de la bataille de Solferino qui a eu lieu en 1859, bataille de l'armée de Napoléon III au cours de sa campagne d'Italie. Alors là, on peut se demander, mais quel est le lien entre la mayonnaise et cette bataille de Solferino? Bien, il se fait que le général qui a vaincu les troupes autrichiennes au cours de cette bataille s'appelait le général Mac-Mahon. Et donc, d'après les auteurs de 1960, on a appelé cette sauce la mayonnaise en hommage au général Mac-Mahon, ce qui est évidemment complètement farfelu, étant donné que la mayonnaise existait déjà à cette époque depuis depuis au moins 60 ans. Mais tout cela pour dire que la victoire militaire, et ça on l'a déjà vu précédemment avec l'histoire du poulet à la Marengo, la victoire militaire laisse beaucoup de traces dans les esprits, exalte beaucoup les sentiments nationaux, au point d'attribuer aux circonstances d'une victoire militaire l'invention de plats qui flattent eux aussi tout aussi bien l'esprit national. Il y a donc la forme mayonnaise, mahonnaise, bayonnaise, magnonnaise et notre cinquième forme, la mayonnaise. Elle est arrivée un petit peu plus tard, en 1820, ne va pas subsister. Dans les années 1820-1830, 2-3 bouquins parlent de mayonnaise et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Ceci dit, à la fin du 19e siècle, le grand pâtissier Pierre Lacam va donner une explication à cette étymologie mayonnaise. Il va lui aussi nous parler d'une bataille, tiens donc, les batailles et la gastronomie, on mêle ça assez souvent dans l'histoire. La bataille d'Arques, qui a lieu en 1589, qui a opposé Henri IV au duc de Mayenne. Et le duc de Mayenne se serait empiffré de poulet en mayonnaise, faudrait-il dire, avant la bataille. Ça aurait été une des causes de sa perte face à Henri IV. Évidemment, c'est complètement farfelu, mais encore une fois, on voit combien les batailles peuvent marquer les esprits et surtout stimuler les imaginations. Il manque encore un terme qui n'a pas encore été expliqué. Et étonnamment, c'est le premier terme qui est apparu, c'est mayonnaise.
tout au long du 19e siècle, personne ne donne d'explication étymologique à mayonnaise alors qu'on en a donné pour bayonnaise, mayonnaise, mahonnaise, magnonnaise. Et il faut attendre 1938 et la parution du premier Larousse gastronomique pour qu'on nous donne cette explication. Et là, on nous dit, ah oui, mayonnaise, ça vient de moyeu. Moyeu, en ancien français, ça veut dire jaune d'œuf. Et donc, cette mayonnaise qui est à base de jaune d'œuf a pris le nom de son ingrédient principal. Non, ça pourrait être séduisant, bien entendu, mais nous avons vu tout à l'heure que la mayonnaise, oui, la mayonnaise de 1938, elle est à base de jaune d'œuf, mais la première mayonnaise, elle ne l'était pas. Elle n'était même pas une émulsion. On a vu que c'était un velouté. Elle a été aussi une émulsion, mais à base de gelée. Donc, dans un premier temps, le jaune d'œuf n'est pas présent dans la recette de la mayonnaise. Donc, cette explication du Larousse gastronomique, elle nous laisse également tout à fait dubitatif, ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui encore, nous ne savons absolument pas d'où vient ce terme mayonnaise. Est-ce vraiment le terme original? Est-ce un autre mot qui a été déformé? On ne le sait pas. On ne saura peut-être jamais, ou peut-être qu'un jour apparaîtra par miracle un document qui va enfin nous donner la réponse. Mais aujourd'hui, on est encore tout à fait dubitatif. Et le fait qu'on ne connaisse pas l'origine de ce mot, le fait qu'il y ait eu plusieurs orthographes et prononciations différentes, a bien entendu été un facteur de multiplication de mythes sur les origines de cette mayonnaise et également le fait que cette mayonnaise est une émulsion, donc un procédé culinaire très particulier, un peu compliqué. Donc on aime bien dans ce cadre-là d'attribuer l'invention à un coup de génie ou à un coup du hasard. Ça revient très souvent, ça, on l'a vu dans plusieurs des mythes que nous avons déjà expliqués. Et bien entendu, le sentiment national qui est flatté par des victoires militaires, cela revient une fois encore ici dans notre histoire de la mayonnaise. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous dire au revoir pour une prochaine intervention sur les grands mythes de l'histoire de la gastronomie.